Oui, bonjour. Alors, comme prévu, je fais la partie 2 de ma vidéo pour décrire euh, quelques conséquences que pourrait avoir la trouvaille que nous avons fait, Jésus Sanchez et moi, au sujet des algèbres de Clifford en physique, hein, dans le cadre d'une unification des forces fondamentales de la mécanique quantique avec la relativité. Alors, j'ai intitulé ça vers une réintégration du phénomène de la conscience dans un modèle physico-mathématique. C'est un peu lourd comme titre, mais en fait, vous allez voir, c'est pas si sorcier. Donc, je passe à la slide 2. Alors voilà, ça c'est des rappels sur la vidéo numéro 1. J'ai essayé de montrer que David Estenes, un physicien américain, a voulu faire la promotion, enfin en tout cas explique que GA, Geometric Algebra, qui est une version géométrique des algèbres de Clifford, était vraiment le langage mathématique unifié et unifiant pour la physique. Donc il y a beaucoup de littérature sur Internet, vous le trouverez, il y a beaucoup d'adeptes, de plus en plus, peut-être pas encore assez, mais ça va venir. Ensuite, Sean Magid, un physicien anglais de très haut niveau en physique quantique, spécialiste des théories, des groupes quantiques, etc., lui pose une question, enfin pas une question, pardon, une condition d'autodualité théorique, et il estime que si une algèbre, une bonne algèbre, pour être, disons, un bon modèle de représentation de la physique, doit être une algèbre de Hopf, et notamment il faut qu'elle soit chirale. D'accord. Ensuite, donc la trouvaille que Jésus Sanchez et moi avons faite, indépendamment, puisque moi j'avais cette intuition et j'ai trouvé ensuite les calculs de Jésus Sanchez. Donc APS, Algebra for Physical Space, c'est une algèbre de Clifford sur R3, et pas R4 comme font la plupart des physiciens. On part sur un espace-temps à 4 dimensions. En fait, il suffit, en tout cas mathématiquement, de prendre un espace vectoriel sur R3, enfin R3, les réels, et d'en produire l'algèbre de Clifford de dimension 8, donc 2 puissance 3. Et on observe que cette algèbre APS semble suffire à décrire l'électromagnétisme, la relativité restreinte, la relativité générale, enfin tous les éléments mathématiques utiles à la plupart des théories physiques sont inclus dans cette algèbre, et donc c'est elle qu'il faut choisir. Voilà, c'est un peu la conclusion de la première vidéo. Alors on fait, il y a une deuxième astuce, enfin une audace je dirais, c'est de faire émerger le paramètre temporel, le temps, en l'identifiant au trivecteur de cette algèbre de Clifford sur R3. Ce trivecteur, en effet, c'est un pseudo-scalaire, il commute avec les autres éléments de l'algèbre, et en plus, il est de carré négatif. Alors, on peut l'identifier au nombre i des imaginaires, des complexes, pardon, et on n'a pas besoin d'ajouter ce paramètre, d'ajouter ce paramètre qui devient ad hoc en quelque sorte en physique classique. On a 3 éléments, 3 dimensions spatiales, et on vient ajouter un paramètre temporel qu'on appelle ICT, et qui est donc de carré négatif, donc ça fait apparaître une métrique plus, moins,
quand on élève au carré. Bon, eh bien, avec APS, on n'a pas besoin de tous ces artifices. Les nombres complexes émergent naturellement. Les nombres quaternions émergent aussi, et les octonions sont inclus dans cette algèbre en dimension 8. Voilà. Et on voit que cette algèbre de dimension 8 contient, donc évidemment naturellement, le bon vieil espace-temps, hein, je l'ai déjà relégué à une notion de bon vieil espace-temps, pardon. Mais pour moi, vu que l'extension en dimension 8 inclut déjà l'espace-temps en 4 dimensions, voilà, il n'y a pas d'anomalie apparente. Hein, bon, peut-être une mauvaise interprétation, diront certains, mais bon, pour le moment, essayons. Alors, donc je l'ai écrit ici, je ne le redis pas, hein, APS est adapté à la description de la mécanique quantique, de la relativité générale, puisqu'il y a tous les opérateurs différentiels, on peut y faire des espaces courbes, quoi, des espaces de Riemann, etc. Bon, c'est écrit ici. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il suffit juste de partir d'un espace 3D et les mathématiques nous guident vers un espace plus complexe. Alors, très important, la dualité de Hodge. C'est grâce à cette dualité que on a la fameuse autodualité théorique que préconise Sean Magid. Et cette autodualité ou cette dualité de Hodge, elle est très proche de la symétrie miroir. On sait combien en physique la symétrie miroir est importante, puisqu'elle est même au cœur de la physique moderne, hein, dans les notions de symétrie. La symétrie universelle, c'est la symétrie CPT, charge, parité, temps, et elle semble, de mon point de vue, parfaitement induite, naturellement, assez naturellement, hein, par l'algèbre APS. Voilà. Ça, c'est un rappel. Et en fait, je connais cette citation de Wheeler, notamment. Voilà, il n'y a rien dans le monde excepté un espace vide courbé. La matière, les charges, l'électromagnétisme et les autres champs sont des manifestations d'un espace courbé. La physique est géométrie. Et ça, voilà, moi je suis convaincu de ça, évidemment. Donc, je rappelle juste que John Archibald Wheeler était le maître de David Esténès, donc un peu le maître à penser. Et comme dirait l'autre, les chats font pas des chiens. Hein, donc, je sais d'où provient la pensée de David Esténès. Hein. Wheeler, c'est un des plus grands physiciens du XXe siècle. Hein. Voilà. Alors, je voudrais juste faire une petite remarque. J'ai vécu, en réalisant cette vidéo, je vis une petite synchronicité. Pourquoi ? Vous savez comment fonctionne YouTube. Vous regardez une vidéo et sur votre écran à droite, apparaît une succession, une dizaine, quinzaine de vidéos qui finalement vous sont proposées par les algorithmes d'intelligence artificielle de YouTube. Et ça pose deux problèmes, enfin non pas deux problèmes, mais deux possibilités. Alors soit je suis dans une ornière mentale, c'est-à-dire je propose des idées, j'ai des idées qui sont fausses, hein, mais l'intelligence artificielle de YouTube va me proposer des idées très similaires aux miennes, mais bon, malheureusement elles seraient fausses, hein. Mais par contre, si je suis sur une bonne voie, YouTube va me proposer des vidéos proches des miennes, parce que l'intelligence artificielle maintenant lit les vidéos, en sort des mots-clés, etc. etc. Hein. Et donc, si vous voulez, c'est une sorte YouTube provoque chez vous une synchronicité. Alors une synchronicité, c'est quoi? Pour les gens qui sont un peu spiritualistes, c'est un événement
marquant dans une rencontre, un événement extérieur qui se produit alors que vous étiez en train de penser à la même chose, où c'est vraiment dans votre esprit, quoi. Et là, vous vous dites, tiens, c'est très étrange. Une synchronicité, il y en a des fois, vous hallucinez, si on peut dire, vous dites c'est magique, hein, vous observez un phénomène à l'extérieur, complètement indépendamment de vous, et vous dites c'est incroyable, ça a un sens, ça a du sens. Eh bien, je dirais que YouTube vous joue des tours comme ça en vous proposant des idées dans votre façon de penser. Eh bien, peut-être la conscience, hein, dans un phénomène beaucoup plus global, universel, on va dire, hein, eh bien, peut-être que la conscience, elle connaît vos pensées et elle va vous indiquer par des synchronicités des choses similaires. Bon. Alors, je vous montre pourquoi j'ai été étonné par cette vidéo, puisque le titre était racoleur pour moi, puisque c'était dans la veine de ce que je suis en train d'expliquer, hein. Et c'est une vidéo d'une physicienne, une très bonne physicienne à mon avis, hein, Yvette Fuentes, je ne la connaissais pas, mais dès le début de la vidéo, je la vois à côté de Roger Penrose. Donc moi, je suis un adepte, on peut dire, de Roger Penrose, c'est un prix Nobel. Quand il a eu le prix Nobel en 2020, j'en étais convaincu, je savais qu'il l'aurait. Je sais que c'est vraiment un des meilleurs physiciens du monde actuel. Et lui, contrairement à beaucoup, n'hésite pas à étudier le phénomène de la conscience et peut-être même à proposer de le réintégrer dans un modèle de la physique, hein, du monde. Donc, c'est pour moi un maître à penser. Ensuite, Yvette Fuentes, elle commence à parler, et là, cette vidéo, j'ai raté un slide. Yvette Fuentes dit, en fait, je pense peut-être même que la conscience pourrait être quelque sorte une chose qui manque dans les modèles physiques. Je veux dire, si ça, c'est pas ma pensée, c'est la sienne, mais au moins je la partage avec elle. Ensuite, elle dit il faut repenser les fondations de la physique parce que pour arriver à une unification plus forte, parce que pour le moment, faut être honnête, les physiciens pataugent dans cette unification. Et on a le sentiment que depuis la relativité générale et la mécanique quantique depuis 100 ans, 1925, 1915 pour la relativité générale, 1925 pour la mécanique quantique, les progrès n'ont pas été faramineux. Alors certes, il y a eu énormément de progrès expérimentaux, de progrès de confirmation, tout ça, mais aujourd'hui, la matière sombre, l'énergie sombre, il y a plein de choses qui sortent du cadre. Bon, je l'ai un peu expliqué dans la première vidéo, mais voilà. Je continue sur ma petite synchronicité avec cette vidéo que je n'ai pas regardée dans l'intégralité, hein, je l'ai assez survolée. Mais là, Yvette Fuentes, elle propose ça. Elle propose de faire une expérience qui essaierait de montrer que le space-time, l'espace-temps, peut être dans une superposition de configuration. Alors ça, c'est fabuleux. Moi, je pense que c'est ça la clé. Donc, j'en reparlerai. Une autre image synchronistique pour moi, c'est cette image à droite qui est une image éminemment alchimique. Je ne sais pas si vous vous intéressez ou vous connaissez l'alchimie. Moi, je suis un féru d'alchimie et j'adore ça. C'est vraiment une science pour moi, une science de l'intériorité. Hein, et c'est une science que j'aime. Et une physicienne de ce niveau qui utilise cette image, voilà, bon, pour moi, ça prouve, hein, ça indique qu'elle est dans le même courant de pensée, ok. Elle a ce très joli schéma aussi que j'aime bien, les théories mathématiques ou physico-mathématiques ici,
Ensuite, les expérimentateurs, hein, c'est eux qui vont valider ou pas une, une théorie, hein, une théorie, pardon, une expérience aussi, une expérimentation peut indiquer à des théoriciens une nouvelle voie de recherche théorique, hein, d'un nouveau modèle mathématique. Et donc, voilà, l'expérience en fait en sciences, hein, en sciences physiques, c'est la clé. Au même titre qu'en maths, c'est le calcul. Je veux dire, vous faites de la théorie abstraite, mais à un moment, il faut faire des calculs. Et c'est le calcul. Alors, je ne sais pas si vous savez d'où vient le mot calcul. Ça vient de caillou. Caillou, c'est quelque chose de concret, un caillou. Alors, on faisait des calculs avec des cailloux, et d'où le mot calculus. Et le calcul en maths concrétise une abstraction. Voilà. Hein, on passe de l'abstrait au concret par le calcul. Donc en physique, on passe de l'abstrait, le modèle, à une expérimentation concrète, réelle. Et par contre, la philosophie et la créativité sont aussi au cœur de la démarche entre les mathématiciens, les physiciens. Voilà. Maintenant, je passe à un modèle qui est controversé, probablement à tort, je pense. Enfin, le modèle cosmologique Janus de Jean-Pierre Petit. Alors, Janus, c'est un dieu qui regarde le temps dans un sens et dans l'autre. Il regarde le passé, le futur. Et c'est une métaphore de la théorie du modèle Janus. Hein, c'est un modèle essentiellement issu de la relativité générale, donc qui prend la relativité générale classique et vient superposer une deuxième métrique dessus. Et donc c'est une théorie bimétrique. Il y a deux métriques et elle envisage des phénomènes antigravitationnels, donc répulsifs. Hein, et ça peut expliquer de manière assez simple, si on peut dire, l'accélération de l'expansion de l'univers. Bon, je vous laisse regarder le modèle Janus. Hein, Jean-Pierre Petit, c'est quelqu'un de remarquablement dynamique, très intelligent, c'est un très très bon physicien. Enfin, je pense qu'il est bon, quoi. Il a du mal à se faire entendre, pour peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, mais bon, bref. Alors, j'ai extrait quelques slides de ces vidéos, et notamment celle-là, un univers en interaction avec leur image dans le miroir du temps. Bon, c'est un article de 1977, hein, à mon avis qui était précurseur, et ça ressemble, de mon point de vue encore, étrangement à la théorie que je voudrais promouvoir moi aussi, d'un univers à 8 dimensions, dont 4 sont miroirs de l'autre, des 4 autres, au travers la dualité de Hodge. Donc il y a vraiment... ça ressemble, hein, voilà. Alors je ne sais pas encore prouver le lien parce que je ne suis pas très fort en calcul, en maths, je manque de temps, de compétences, etc. Mais il y a un rapprochement qui me paraît fondamental. Bon, alors voilà, Jean-Pierre Petit, il fait beaucoup de vidéos, il a beaucoup de followers, alors c'est marrant, beaucoup de gens qui sont issus plutôt des spiritualistes. Je vois beaucoup de gens que je connais qui sont spiritualistes et ils me disent « Ah, Jean-Pierre Petit, il est très intéressant, il est très fort. » Et pourtant, la plupart du temps, ils connaissent rien à la physique. Alors, j'en viens à deux options. Soit Jean-Pierre Petit étant un peu le mouton noir de la science actuelle, l'aiguillon, vous voyez. Je me dis, les spiritualistes, ils ont une dent parfois, hein, bon, c'est compliqué à expliquer, mais ils ont une dent contre la science un peu trop universitaire, un peu trop
parfois dogmatique, hein, ou qui a des paradigmes qui peuvent être dépassés, à mon avis. Donc, Jean-Pierre Petit serait, alors, il aurait beaucoup d'adeptes, hein, c'est presque ça, parce qu'il aiguillonne la science. Bon. Ou alors, parce que dans les gens spiritualistes, dont je fais partie, on est peut-être des gens assez intuitifs, et intuitivement, collectivement, on se dit, ce gars-là, il dit des choses vraies. En plus, il est dur à mettre en défaut quand vous regardez ses vidéos, quand vous lisez ses articles. Il est très difficile à contredire. Hein, voilà, bon, je passe. Alors, c'est lui qui m'a fait connaître Jean-Marie Souriau. Hein. Je ne connaissais pas Jean-Marie Souriau, mais je me suis intéressé au personnage. Et donc, par exemple, la géométrie symplectique, c'est la géométrie qu'il faut utiliser, évidemment. Tout le monde, tous les bons physiciens le savent maintenant. Et la géométrie symplectique, je pense que JS, c'est une géométrie symplectique. Enfin, je vais un peu vite et je manque peut-être de connaissances très très vastes sur tous ces domaines, mais bref, j'ai fait les rapprochements très forts entre les deux. Et donc, j'ai un livre dans ma bibliothèque sur la géométrie symplectique qui est issu des travaux de Souriau, hein, entre autres, et le modèle cosmologique Janus que j'ai regardé, c'est très intéressant, ça donne des clés probablement pour décrire la cosmologie actuelle, hein, qui commence à comment dire, à partir en vrille, quoi. La jeune femme tout à l'heure, Yvette Fuentes, parlait des épicycles. Vous savez, ces théories à l'époque des Grecs, ils avaient des cycles pour décrire l'orbite des planètes. Enfin, ils ne savaient pas que c'était des orbites, mais le mouvement des planètes était décrit par des cycles, et on rajoutait des épicycles et des épicycles pour pouvoir... Alors, c'était très intelligent, attention, hein. C'était très fort, les épicycles. Mais au bout d'un moment, Newton arrive, il dit, Newton, Kepler, Galilée, etc., tous ces génies de la science moderne, ils arrivent, ils simplifient tout, et on observe que les orbites des planètes sont simplement des ellipses autour du Soleil, quoi. Et là, tous les cycles épicycles s'expliquent. Bon, hein, voilà. Et donc là, je crois que la science moderne est partie d'un trop d'épicycles, notamment la théorie des cordes, hein, qui me paraît obscure, hein, évidemment, pour moi. Je n'ai pas le niveau en maths de la comprendre, mais je crois qu'elle est partie sur une mauvaise voie. Bon. Alors, par contre, elle fait faire des progrès aux mathématiques, etc. Elle a des qualités, hein. Donc je reviens à Jean-Pierre Petit, sa théorie, son modèle, hein, c'est un modèle, hein, un modèle c'est utile, et une théorie c'est plus mathématique. Bon, bref. Jean-Pierre Petit appuie ses travaux sur des physiciennes énorme, quoi, des très bons physiciens, je dirais. Il sort pas ça du chapeau, hein. Il s'appuie sur Andrei Sakharov, il s'appuie sur Jean-Marie Souriau, probablement un des meilleurs physiciens mathématiciens français. Donc voilà, il sort pas de rien, et donc il s'appuie sur du solide, à mon avis, hein. Bon, bref. Alors, je pense que le modèle Janus, avec cette espèce d'espace gémellaire, hein, jumeau, hein, ressemble à JA. Bon, à voir, faudra voir. Alors je vais passer à un autre sujet sur les conséquences, enfin, comment dire, donc JA est en dimension 8, hein, l'algèbre de Clifford sur R3 est en dimension 8, et elle fait apparaître une dualité très, très forte. Bon, la dualité de Hodge, etc. Ok, donc, il y a quelques années, j'ai lu un physicien
extrêmement fort, à mon avis, André Otto, belge, hein, qui avait remarqué la chose suivante, les protons, les neutrons et les hadrons en général ont une masse qui est un multiple exact, si on peut dire, de la masse de l'électron. Donc, vous pouvez le voir là à l'écran, hein, il a un modèle un peu comme si le proton ou le neutron, par exemple, avait des couches, exactement comme un modèle atomique, si vous voulez. Vous avez un noyau central et des couches d'électrons autour. Et bien là, il y aurait la même structure pour le proton et le neutron. Ici, vous voyez, on a des couches, c'est très bien décrit. Et André Otto dit ce fait arithmétique, hein, doit être expliqué. Bon. Et ça, j'ai vraiment étudié ce document, je l'ai vu nulle part ailleurs explicité, mais ça m'a donné une idée. Puisque je pense que la dualité de Hodge, comment dire, voilà, je vais le dire comme je le vois. On sait que si un photon très énergétique rencontre un autre photon très énergétique, il peut apparaître une paire électron-positron. Hein. La charge est conservée, plus et moins, et on conserve donc la neutralité électrique. Hein. Un photon, c'est neutre, et une paire électron-positron, c'est de charge nulle, charge totale. Donc, on pourrait envisager alors, l'électron vu comme un mini trou noir. Voilà. C'est pas une idée complètement folle. J'ai vu beaucoup de documents où des physiciens envisagent ça. Voilà, moi c'est pareil, je sors pas mes idées comme ça ex nihilo. Hein. Je vois qu'il y a d'autres physiciens qui y pensent. Bon, il y a même un très grand physicien, son nom m'échappe, disait lors de la radioactivité bêta, hein, un électron ou un positron s'échappe d'un noyau atomique. Il se dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des électrons au sein d'un noyau atomique, voire d'un neutron, voire d'un proton? Donc mon idée est la suivante, et supposons que des paires électrons-positrons se forment, se mettent à graviter, hein, pas simplement la charge électrique. Il y aurait comme une métrique de Schwarzschild autour de l'électron, donc ça ressemblerait à un mini trou noir, et par gravitationnellement, des sortes de positronium, hein, vous le voyez là, pourraient se former, et le neutron, en fait, serait un conglomérat de environ 920 couples électrons-positrons. Donc vous verrez que, vous voyez que la charge est nulle, hein, elle reste nulle. C'est un neutron. Ensuite, je l'ai fait en bleu, oui, j'ai oublié de changer la couleur. Il est vert, quoi, il est neutre. Hein. Bon, bref, pardon. Le neutron est neutre, mais il est constitué de 920 paires électrons-anti-électrons. Donc, la dissymétrie apparente qu'on observe dans l'espace, on observe qu'on vit dans un espace de matière. Et que l'antimatière, normalement, qui aurait dû se former au Big Bang, hein, à l'origine de l'univers, on explique ça par une brisure de symétrie. Et moi, j'aurais plutôt tendance à l'expliquer par non pas une brisure de symétrie, mais
l'antimatière est cachée dans les protons et les neutrons, ou les hadrons en général. Et un neutron, c'est un conglomérat donc, de paires électrons-positrons, donc de masse définie, de charge nulle, et à un moment, un électron s'échappe, donc la charge du neutron devient positive, ça devient une charge plus 1, plus une charge de l'électron, et l'électron gravite autour, et ça s'appelle un atome d'hydrogène. Mais l'antimatière et la matière dans l'univers seraient en quantité égale. Bon. Et là, voilà, bon, voilà, c'est une idée. Hein. Bon. Je continue mon exposé pour ne pas faire trop long. Voilà. Je vais revenir au phénomène de la conscience, parce que en fait, c'est un sujet qui m'intéresse au moins autant à part égale avec la physique et les maths. Et j'apprécie de plus en plus Jean-Marie Souriau. Hein, plus je l'étudie, je le lis, je constate qu'il fait l'unanimité auprès des physiciens. Et il a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Alors, ça peut vouloir dire deux choses. On sait qu'une science sans éthique, donc on pourrait dire sans conscience, hein, sans une belle conscience, pourrait devenir mortifère. Hein, et c'est un peu ce qu'on observe aujourd'hui de la science. Elle est souvent sans conscience, sans éthique. Elle est justement, elle est peut-être dans les mains de gens qui n'ont pas la maturité spirituelle pour s'en servir à bon escient. Bon. Donc, science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme. C'est une phrase de Rabelais, c'est très, très ancien. Hein. Mais ça pourrait vouloir dire aussi science qui ne tient pas compte du phénomène, du processus, de la réalité que représente la conscience. Alors, n'est que ruine de l'âme. C'est une mauvaise science. Ça, c'est un point de vue aussi que j'ai. A contrario, il dit « mais conscience sans science est l'âme de la ruine ». Alors j'aime beaucoup ça parce que il a dû rencontrer beaucoup de spiritualistes dont je fais partie et qui connaissent très peu la science et qui estiment que c'est trop compliqué, que c'est pas la peine, que c'est trop intellectuel. Bon, je pense qu'il faut les deux. Il faut la science et la conscience. Les deux à la fois. La science, c'est plutôt masculin, au sens du yang, hein, yang, le yin et le yang. Et la conscience, c'est plus une science de l'intériorité. Donc, c'est plus yin, c'est plus féminin. Et il faut se priver d'aucun des deux. Hein, voilà. Donc, bravo Jean-Marie Souriau pour cette phrase. Alors, je continue, je donne une autre façon dont je vois les choses. On a deux hémisphères cérébraux. On sait bien qu'il y a un hémisphère droit, un hémisphère gauche, et que les gens utilisent plus ou moins, moi je suis plutôt hémisphère droit, je suis gaucher d'écriture, hein, et je suis plus intuitif que calculateur. Et donc on a deux hémisphères cérébraux. Ce que je veux dire, c'est que il y en a un qui est plus vers le calcul, le langage, et l'autre qui est plus sur la reconnaissance des visages. Ça, c'est une de mes capacités incroyables. Je suis physionomiste à un point qui est assez étrange. Hein. Je peux reconnaître quelqu'un que j'ai vu quelques secondes 10 ans avant. Ok. Par contre, je ne suis pas très doué pour le calcul, pour le langage plutôt, je dirais. Hein. Bon. Même si je bafouille beaucoup dans mes vidéos. Voilà. Donc, en fait, je vois la structure en deux hémisphères du cerveau comme quelque chose de ressemblant, d'analogue, qui me fait penser à la
cette structure donc de dualité de Hodge, de l'algèbre de Clifford sur R3, j'y reviens toujours, et j'ai ce sentiment que la loi, vous connaissez la loi de Curie qui dit, en physique, qui dit quand une cause a une symétrie, alors cette symétrie se retrouve à minima dans la conséquence de la cause. Et ça, je me dis, est-ce que cette conformation du cerveau n'est pas issue de la structure même de l'espace? Voilà, hein, bon, je ne sais pas si vous me suivez. Ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais en fait, pas tant que ça. Bon, bref, je vous laisse réfléchir à ça. La conscience aussi, quand on étudie la conscience, moi j'ai pas étudié que la physique, j'ai étudié la conscience. Et la conscience, elle a deux propriétés assez fondamentales. C'est l'attention, donc une sorte de réceptivité, hein, c'est très féminin, c'est yin. Et l'intention, c'est plutôt masculin, c'est plutôt dans l'action. Les garçons, hein, les masculins sont plutôt dans l'action, et les féminins, mais tout ça est mélangé, hein, les féminins sont plutôt dans l'accueil, dans la réception, dans l'attention aux autres et l'attention au monde. Hein. Donc, on est dans un monde éminemment masculin, qui est dans l'action, qui est dans le contrôle, le calcul, et l'intuition a été reléguée à l'intuition féminine. Alors, j'ai travaillé avec beaucoup de polytechniciens. Ils sont très forts en calcul, ils sont très bons, ils sont très intelligents au sens de l'intellect. Mais souvent, ils peuvent manquer de créativité, voire d'intuition. Et donc, voilà, à Polytechnique, il y a probablement des cerveaux gauches, et à Normal Sup, là où on s'oriente plus facilement vers la recherche, vers la créativité, on aura peut-être des cerveaux droits. Hein. Bon, bref, faudrait étudier ça dans les échantillons d'élèves Polytechnique ou Normal Sup. Bon. Allez, je passe, vous aurez compris probablement ce que je veux dire, mais je pense que c'est pas anodin. Hein. Alors, il y a une autre chose qui me fait penser à un rapprochement entre la structure duale, hein, gémellaire, de l'algèbre qui sous-tend notre espace qui devient l'espace-temps, hein, mais par émergence de l'algèbre de Clifford. Donc, j'utilise ce titre, structure de la psyché. Je ne l'ai pas inventé, c'est un article, 3000 pages de mathématiques dans les archives de l'ACER. Je ne sais pas si vous connaissez Alexander Grothendieck, mais moi j'en suis un adepte radical. Il a écrit 3000 pages d'écrits mathématiques catégoriques, hein, dans la théorie des catégories, sa spécialité, et ça s'appelle structure de la psyché. Mais d'où un écrit mathématique pourrait décrire la structure de la psyché. C'est assez curieux. Bien, je fais le pari que c'est l'aboutissement de la pensée d'un des plus grands penseurs du XXe siècle, Alexander Grothendieck, et je suis prêt à parier qu'il a trouvé au sein d'une dualité, des choses qu'il connaît bien mieux que moi, évidemment. Mais moi, j'arrive par le bas, par une démarche de physicien, de piètre mathématicien, mais lui, il arrive par le haut, par un niveau d'abstraction incroyable. Hein, mais à la fin, ça redevient concret, par des calculs. Une autre chose que je connais depuis de longue date, c'est la formule canonique des mythes de Claude Lévi-Strauss. Donc Claude Lévi-Strauss, il a
dans la pensée qu'on appelle primitive, mais qui n'est pas... je veux dire, la pensée primitive des tribus d'Amérique du Sud, du Brésil surtout, c'est une pensée très intelligente. Attention, il ne faut pas dire que c'est une pensée primitive, donc elle serait archaïque au sens négatif du terme. Et Claude Lévi-Strauss, en étudiant des dizaines et des dizaines de mythes, d'histoires, il a observé une structure et qu'il a rapproché du groupe de Klein, le groupe à 4 éléments, un groupe mathématique. Il y a réfléchi avec un grand mathématicien, avec André Weil, je crois. Et donc, pareil, au sein de la structure de l'algèbre de Clifford en 8 dimensions, j'ai l'impression qu'on retrouve cette même structure. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que le lien entre la pensée mythique et la structure de la psyché se fait assez naturellement. Je ne sais pas si je m'explique bien, parce que c'est assez intuitif, donc c'est difficile à formaliser. Il y a un autre groupe à 4 éléments qui est important, c'est le groupe de Piaget, donc qui est proche aussi du groupe de Klein, et qui est constitué de 4 éléments, 4 opérations fondamentales: l'identité, la négation, la réciproque et la corrélative. Et bien là aussi, on dirait que c'est la structure même de la pensée formelle hypothético-déductive. Donc ça veut dire que Claude Lévi-Strauss, un anthropologue, Piaget, un psychiatre spécialiste du développement de la pensée des enfants, donc une pensée, on peut dire primitive aussi, mais primitive, toujours pareil, il ne faut pas y voir un sens négatif. Donc, je fais un lien entre ça, et le lien est connu, mais je fais un lien aussi avec l'algèbre, j'y reviens toujours à cette algèbre qui pourrait décrire le monde de manière beaucoup plus autoduale. Voilà. Alors j'abrège encore une fois. Je voudrais montrer ce tableau que j'ai fait. Il y a des dualités irréductibles. Il y en a une que les spiritualistes connaissent, c'est le yin et le yang. Vous savez, Lao Tzu, le taoïsme. Il y a le yin et le yang. Jamais on peut les confondre. C'est comme c'est chiral. La main droite ne peut pas se confondre avec une main gauche. À part dans une symétrie miroir, ma main droite devient une main gauche. Et vice versa. Donc le yin et le yang dans la spiritualité, c'est une espèce de dualité irréductible. Et donc ça ressemble encore une fois à la dualité de Hodge, entre les parties paires et impaires de l'algèbre. Ça ressemble à une dualité miroir, une symétrie miroir. Bon, j'ai un peu, j'ai un peu décliné ce yin et ce yang en principe féminin, principe masculin, attention, intention, donc c'est réceptif, émetteur, réception, émission, ça ressemble à, pour une théorie de l'information, ça ressemble à un émetteur-récepteur. On prend souvent le cerveau, pareil, dans les milieux un peu spiritualistes, on dit le cerveau est un émetteur-récepteur. Il émet vers le champ de conscience et il reçoit du champ de conscience. Moi, je suis convaincu de ça. Le cerveau et la pensée ne résident pas, la pensée en tout cas n'est pas inclus dans la boîte crânienne, pas exclusivement. Le cerveau est un outil pour lire et écrire dans un champ de conscience qui pourrait être identifié à l'espace. Voilà, bon.
comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, hein, l'espace se suffit à lui-même pour décrire tout ça. Alors, la partie droite et gauche, hein, ça c'est la chiralité qui est préconisée par Sean Magid. Ensuite, la partie paire et impaire de l'algèbre de Clifford. La conscience, c'est la science de l'intériorité, et la science, c'est la science de l'extérieur, celle dans laquelle on baigne. Nous, on est dans un système très yang, très masculin, donc on fait de la science. Mais il ne faut pas oublier le reste. Ensuite, quelque chose d'intéressant, on sait que y a une logique intuitionniste, et je sais aujourd'hui que j'ai toujours été intuitionniste, hein, et j'ai toujours pensé que la logique intuitionniste était supérieure à la logique binaire, celle qu'on appelle du tiers exclu. Une proposition est soit vraie, soit fausse, et on exclut toute autre possibilité. Ça, j'ai jamais compris pourquoi on excluait toute autre possibilité. Il y a des cas où le binaire marche très bien, hein, dans les ordinateurs, ça marche très bien, mais dans les ordinateurs quantiques, on utilise des superpositions d'états, et on peut très bien imaginer un chat qui soit mort et vivant à la fois. Bon, dans le monde réel, hein, le monde physique, matériel, un chat, il est soit mort, soit vivant. Mais parce qu'il s'est opéré la réduction du paquet d'ondes. Mais ce que je veux dire, c'est que la superposition d'états, c'est dans les champs, en physique quantique, et le tiers exclu, c'est plutôt dans la matière, dans les fermions. Vous savez que les fermions suivent un principe d'exclusion de Pauli, c'est-à-dire, en fait, eux, ils ne peuvent pas être à deux endroits différents au même moment. Deux cailloux, hein, pour être concret, hein, concrete, in English, ça veut dire, c'est du béton. Deux cailloux ne peuvent pas se superposer, on le sait ça. Hein. Ils sont régis parce que par les fermions, enfin l'algèbre fermionique, ou la statistique de Fermi-Dirac, ils ne peuvent pas se superposer. Donc, dans le concret, dans la matière, on applique plus facilement la logique binaire. Soit tu es là, soit tu es là, mais tu ne peux pas être au même endroit. Alors que dans le champ de conscience, on peut superposer des idées, on peut superposer comme dans un ordinateur quantique. Ensuite, un autre élément intéressant, l'entropie. On sait que dans la matière a une tendance naturelle, par le deuxième principe de la thermodynamique, une tendance naturelle à se désorganiser, parce que les états probables, les états possibles sont très nombreux, désordonnés. Donc l'entropie dans la matière est un sens naturel, qui suit la flèche du temps, qui définit même la flèche du temps. Par contre, dans la pensée, comme on peut appliquer des principes de superposition, alors là, l'entropie est décroissante, c'est-à-dire la vie, la conscience vont vers un ordre croissant. D'accord ? Donc, toujours pareil, cette dualité entre une partie bosonique, des champs, et des fermions, la matière, donne une explication, de mon point de vue, très cohérente entre la vie suit une apparente montée en complexité, là où la matière a tendance à se dégrader. Hein. Et là, je voudrais montrer un petit quelque chose qui me paraît cohérent, encore une fois. C'est ce tableau, vous savez, ce tableau de Michel-Ange qui est à la Chapelle Sixtine, qui s'appelle Dieu crée Adam. Et
Comme je l'ai dit tout à l'heure, la pensée primitive, mais aussi la pensée des mystiques, la pensée des artistes, la pensée des gnostiques, c'est une pensée de grande qualité. Je veux dire, faut pas prendre les artistes pour des idiots, faut pas prendre les mystiques pour des idiots, faut pas prendre les peuples primitifs sud-américains pour des idiots. Ils ont une pensée extrêmement forte, souvent symbolique. Et là, vous voyez la chapelle Sixtine, ici c'est Dieu qui tend sa main droite et Adam lui tend sa main gauche. Et si vous rapprochez les deux doigts, vous pouvez mettre un miroir ici, tout simplement. Donc, Michel-Ange, ce qu'il exprime ici, c'est que Dieu a créé l'homme à son image, comme c'est écrit dans la Bible, à son image dans un miroir. Donc, la droite, je suis à la droite du Père, c'est une phrase qu'on connaît aussi dans la pensée religieuse, mais c'est peut-être pas dénué de sens. C'est ça, moi j'étudie souvent les textes religieux et j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils racontent. Des fois, c'est aussi obscur parfois que les mathématiques abstraites, mais j'essaie de comprendre. Et donc là, Dieu tend la main à Adam avec sa main droite et Adam tend sa main gauche. Et la gauche, on sait que être gauche, la sinistre, en espagnol, la sinistra, ça veut dire la gauche a un côté imparfait, ce que j'ai écrit ici. L'humain est imparfait par rapport à Dieu, c'est normal, Dieu est parfait, l'humain est à son image, mais enfin une image un peu dégradée à mon avis. Et donc, moi je suis gaucher, donc j'ai un esprit probablement plus intuitif. J'aurais préféré faire Normal Sup que Polytechnique, quoi. Bon, ni l'un ni l'autre, ils m'ont pas voulu. J'étais pas assez bon. Voilà. Bon, enfin voilà. Donc, il y a une telle, moi, de mon point de vue, il y a une telle cohérence dans le modèle que j'ai du mal à croire que ça provienne du hasard. Voilà. Enfin, je finis, comme ça je suis à peu près dans le temps que je voulais respecter. Quelques pistes pour une reconstruction de la physique moderne. Alors, j'ai un ami polytechnicien, c'est mon voisin, et un jour, quand j'ai fait sa connaissance, avant de faire sa connaissance, j'ai raconté cette blague devant lui. Je ne savais pas qu'il était polytechnicien. Vous connaissez la différence entre un train et un polytechnicien? Bien, quand le train déraille, il s'arrête. Et la science actuelle, de mon point de vue, a déraillé. Alors, ce n'est pas très grave parce qu'un train, il peut continuer d'avancer sur sa lancée et par ses forces propres. Il y a une inertie énorme en science, tout le monde le sait. Donc le train peut avancer avec son inertie alors qu'il a déraillé. Et moi, je pense qu'il faut remettre la physique sur ces deux rails, science et conscience, et il faut aussi la remettre sur une algèbre en dimension 8, les 4 composantes de l'espace-temps et les 4 composantes qu'on pourrait dire soit bosoniques, soit fermioniques. Faut être un peu plus précis pour décrire. Et GL, l'algèbre de Clifford, est l'outil mathématique idéal, à mon avis, pour faire cette tâche. Et voilà. Je vais arrêter là, c'est parfait. Je suis à moins d'une heure. J'ai conscience que tout ça est très intuitif comme description, mais c'était ce que j'avais prévu. Je voulais parler de la conscience. C'est très difficile de la formaliser. Mais en tout cas, maintenant, je sais qu'on tient un lien entre les processus de la pensée et la structure même de l'espace. Je voudrais finir juste en disant la phrase suivante. Au commencement était le logos.
C'est la phrase introductive de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le logos. Au commencement était le verbe, le langage. Eh bien, peut-être que au commencement était le topos. Le topos, de Grothendieck, le topos, comme son étymologie l'indique, le topos, c'est la science du lieu, du lieu géographique, du lieu mathématique, de l'espace. On a souvent comparé Grothendieck à Einstein, déjà par leur génie, leur génie aussi intuitif et créatif, mais aussi parce que les deux étudiaient, Einstein étudiait l'espace physique dans lequel on vit, et Grothendieck étudiait, lui, les espaces abstraits, mathématiques. Donc il a abouti à une théorie qui s'appelle la théorie des topos, et peut-être que c'est par ce biais que nous arriverons à une science de notre espace beaucoup plus pertinente. J'en fais le pari. Je suis presque sûr de moi. Bon, voilà, à bientôt. Je vous laisse réfléchir à tout ça, évidemment. À bientôt. Au revoir.